Bonjour à tous et bienvenue pour Les marchés en action, notre émission hebdomadaire. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour Zone Bourse et nous sommes aujourd'hui le mardi 22 décembre, avant-dernière émission de cette année. Et parce que le programme est relativement léger et que je n'ai pas envie de vous prendre trop de temps pendant les fêtes, eh bien nous allons faire une émission assez rythmée et relativement courte aujourd'hui. Avant toute chose, et parce que certains d'entre vous ne resteront peut-être pas jusqu'au bout de cette vidéo, eh bien je voulais vous souhaiter un joyeux Noël de la part de toute l'équipe Zone Bourse et de moi-même. J'espère qu'après cette année 2020 assez sportive, dirons-nous, eh bien vous retrouverez un peu de quiétude, de tranquillité en famille et que nous nous retrouverons d'ici quelques jours, quelques séances pour le début d'année. Bienvenue à tous en tous les cas pour cette émission et sans plus attendre, un avertissement sur les risques. Les informations graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mises à disposition par Zone Bourse s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement, ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou des services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement. Comme d'habitude, donc, vous avez vos rendez-vous de la semaine, tous les matins sur Zone Bourse, le Morning Meeting avec Anthony Bondin. Tous les jours, vous retrouverez Planète Bourse, la revue de presse de Roxane Nojac. Et comme tous les mardis, nous nous retrouvons pour les marchés en action, émission qui est mise en ligne sur notre chaîne YouTube vers midi. Au sommaire de cette émission, un focus marché sur les derniers grands décalages, quelques actualités actions, actualités économiques, puis un top flop pour finir cette première partie d'émission. Et dans une seconde partie d'émission, nous passons sur la plateforme ProRealTime pour regarder vos actions préférées. Alors, le focus marché ce jour. Hier, nous avons assisté à une séance particulière sur le Dow Jones qui a opéré une remontada. Alors une remontada, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un regain d'intérêt, un rebond relativement fort en séance. En effet, ce dimanche, nous avions deux nouvelles qui étaient une positive et l'autre négative. La nouvelle positive, eh bien, c'est les avancées des officiels américains sur le plan de relance à hauteur de 900 milliards, et ça c'est plutôt bullish, c'est plutôt une bonne chose pour les marchés. La mauvaise nouvelle, le caillou dans la chaussure, si je puis dire, c'était à court terme cette seconde souche de Covid détectée au Royaume-Uni qui venait peser sur le moral des investisseurs, notamment européens. Donc ce qui s'est passé hier, c'est qu'on était sur des marchés relativement tendus. Depuis 2-3 semaines, le CAC 40 était contenu dans un canal horizontal entre 5450 et 5600 points. On sentait que les marchés avaient du mal à aller plus haut, qu'il manquait de puissance, qu'il y avait peut-être besoin de respirer. Et bien voilà qui a été fait. Hier, lundi, le CAC 40 a perdu 3% en séance. On s'est fait une petite frayeur. On a nettoyé cette tension haussière qu'il y avait sur tous les titres les plus soutenus et puis aussi sur les indicateurs techniques. Donc voilà, une séance plus de peur que de mal. Je pense que la baisse a été violente en Europe parce que justement il y avait des craintes concernant cette seconde souche de Covid. Mais comme je l'ai repris hier soir sur mon compte Twitter, l'OMS se veut plutôt rassurante. En effet, l'Organisation mondiale de la santé a mis en garde lundi contre toute crainte excessive vis-à-vis de la variante hautement contagieuse du nouveau virus découverte en Grande-Bretagne, jugeant que cela faisait partie de l'évolution normale d'une épidémie. Donc en gros, hier, plus de peur que de mal en Europe. Il y avait besoin de nettoyer en quelque sorte graphiquement les indicateurs et cette tension haussière. C'est ce qu'on a fait. Aux États-Unis, comme je l'ai expliqué dimanche, c'était plutôt bullish, soutenu par le plan de relance américain, ce qui a d'ailleurs permis au Dow Jones de clôturer dans le vert hier lundi soir. Donc voilà où nous en sommes sur des marchés qui avaient besoin de purger un petit peu, qui se stabilisent. Aujourd'hui mardi, on rebondit et je pense qu'il n'y a plus grand chose à attendre d'ici la fin de cette année. Exprimé en dollars, le CAC 40 est tout juste repassé positif sur l'année. Difficile d'en demander plus.
En euros, on est, je crois, autour de moins 7% sur l'année 2020. Et vu la situation en mars, en avril, la baisse de PIB en Europe et la panique qu'on a eue sur les marchés, franchement, qui eût cru qu'on allait clôturer l'année aussi haut, seulement en perte de 5 à 7% sur le CAC 40. C'était vraiment une année exceptionnelle qui aura démontré la toute-puissance des banques centrales sur les marchés financiers. Le Brexit, on en a beaucoup parlé encore en 2020 et il aura peut-être lieu sanitairement parlant, mais pour le reste, le véritable Brexit, nous verrons en 2021 puisque les discussions sont encore repoussées. S'il y a vraiment une seule chose dont je suis certain avec le Brexit, c'est qu'il n'y a pas de véritable date de fin. Noël est en approche, l'année est terminée, le marché devrait s'endormir peu à peu, c'est ce que je vous répète gentiment depuis maintenant 2 semaines. Il y a déjà 2 semaines, le CAC 40 était à 5600 points, il avait fait son rallye de Noël au mois de novembre, il n'y avait donc pas énormément de choses à attendre d'ici la fin de cette année. Et maintenant qu'on s'est fait une petite frayeur, qu'on stabilise et que la plupart des nouvelles les plus importantes sont tombées, eh bien je vois mal ce qui pourrait engendrer de nouveaux pics de volatilité. Bien évidemment, on reste prudent, mais j'ai envie de vous dire qu'il serait bon de pouvoir quitter les écrans, de placer des stops sur ses positions restantes, d'avoir créé des liquidités et de pouvoir ainsi profiter des fêtes en famille sans avoir un œil sur son téléphone portable. Latéralisation des métaux, l'or se cherche toujours autour de MM200 jours, toujours dans son canal baissier de consolidation. Les cours de l'argent, eux, sont un peu plus soutenus. On va voir ça dans quelques instants. Le Bitcoin, lui, a fait sauter le bouchon des 20 000 dollars, c'est plus haut historique, et il est passé de 20 à 24 000 dollars en l'espace de 48 heures, toujours aussi punchy, soutenu. Il consolide depuis. Le pétrole est un actif risqué, il n'a guère apprécié l'aversion au risque hier et il respire. Il faut dire que les cours du WTI et du Brent s'étaient fortement appréciés ces dernières semaines, et ce malgré des chiffres économiques en demi-teinte ou des stocks de pétrole supérieurs aux attentes. Quant aux catalyseurs des prochaines séances, eh bien je pense qu'il faudra suivre ces histoires de souches de Covid. On devrait avoir des nouvelles concernant cette souche anglaise, à savoir si elle est dangereuse ou pas, si on arrive à la détecter ou pas. Donc on suivra dans les 10 jours qui viennent ces histoires de souche et également les chiffres du Covid aux États-Unis et les quelques chiffres macroéconomiques restants. Enfin, je vous le rappelle, et cela fait maintenant 3 semaines que cette phrase est marquée dans notre émission Les marchés en action, l'important en décembre, ne pas reperdre les gains de novembre. Ça, c'est la heatmap du CAC 40. Vous pouvez la retrouver sur le site de Zone Bourse. Lorsque vous allez sur un indice, je vais vous montrer ça tout de suite. Vous allez sur une page indice, donc ici sur le CAC 40, sur le site Zone Bourse, vous avez différents onglets. Et dans l'onglet heatmap, vous pouvez voir justement quels sont les secteurs qui montent le plus. Et puis ensuite naviguer à l'intérieur des secteurs en allant voir chacune des valeurs, leur poids dans l'indice, leur variation, s'il y a des raisons à la hausse ou pas. Donc hier forcément c'était tout rouge, aujourd'hui c'est tout vert. On est dans des marchés de fin d'année qui se cherchent un peu. Hier on voit rouge sur des mauvaises nouvelles, puis l'OMS nous rassure, puis on remonte. Et en fait au final on reste plus ou moins autour des 5500 points comme depuis un mois. En termes d'actualité action, j'ai fait quelques sélections. D'abord, Piscine des Joyaux, très belle entreprise française. On a parlé du graphique dans l'émission précédente. Les Piscines des Joyaux ont réalisé un chiffre d'affaires en hausse de 12% en 2020, donc belle hausse de l'activité. Le groupe affiche aussi un résultat opérationnel de 21 millions d'euros, en hausse de 45%, une marge de 18%, en hausse de 4 points. Le seul bémol, on va dire, de la communication de Desjoyaux sur leurs résultats, c'est le fait qu'après une année soutenue, malgré le Covid, l'entreprise espère qu'en 2021, elle arrivera plus ou moins à faire la même chose. C'est-à-dire qu'elle ne s'attend pas à une forte progression du chiffre d'affaires, mais déjà de valider les acquis
Je crois que c'est le terme qui est utilisé dans le communiqué. Valider les acquis de 2020 serait déjà bien en 2021. Novacite, une des actions les plus suivies de 2020, puisque à un moment donné, je crois, le titre gagnait 6000% sur l'année. On est parti, je crois, de 0,06 centimes pour atteindre 14 euros. Donc vraiment une belle success story. Bravo à tous ceux qui ont cru à ce dossier. C'était un dossier très suivi, très volatile, parfois complexe, mais en tous les cas, une très grosse performance. Le titre échappe à la déprime ambiante parce que la medtech franco-britannique a assuré que ses tests de Covid-19 fonctionnaient aussi avec la nouvelle souche découverte au Royaume-Uni. Et on sait que même si eh bien, on a trouvé des vaccins contre le Covid, on va mettre au moins 1 an, comme je vous le disais dans l'émission précédente, à vacciner l'ensemble de la population. Donc ce n'est pas demain la veille qu'on va arrêter d'utiliser les tests Covid-19. Ensuite, Apple progresse dans la technologie de conduite autonome et se fixe pour objectif de produire dès 2024 une voiture de tourisme susceptible d'être équipée de sa propre technologie de batterie électrique. On dit à Reuters des personnes informées du projet. Alors, ça me fait penser à 2 choses. La première, c'est qu'Apple est toujours sur les bons coups et que si Apple veut développer une voiture autonome, en tous les cas, ils peuvent le faire, ils ont accès à la technologie et ils ont en plus une pile de cash pour pouvoir développer un petit peu n'importe quel produit. Néanmoins, Tesla a quand même beaucoup d'avance là-dessus. Je pense qu'il y a beaucoup de sociétés qui travaillent d'une part sur le véhicule électrique, d'autre part sur le véhicule autonome. Donc Apple devra potentiellement racheter des entreprises et rattraper son retard. Ça me fait aussi penser à quelque chose, c'est que d'ici 3 ans, 5 ans, 7 ans, 10 ans, certaines entreprises que l'on connaît auront disparu. Alors je vous prends un exemple, peut-être que cette société n'aura pas disparu, mais vous voyez Netflix, ça fait des années que Netflix se développe et à un moment donné, la société avait un taux de croissance de folie et on se disait, Netflix, ça va devenir vraiment la référence mondiale pour regarder des séries. Et puis, rapidement, j'ai vu que Walt Disney venait sur le terrain, que Amazon venait également sur le terrain, et on constate qu'aujourd'hui, pour tout ce qui est séries et films en ligne, eh bien, il y a une concurrence qui fait rage, et Netflix pourrait ne plus être le leader sur ce segment. Et donc, qui sait, pourquoi pas un jour, peut-être que Netflix se fera racheter ou disparaîtra au profit de grands géants qui sont venus justement grignoter son terrain. Alors, je ne sais pas si ça pourrait être la même chose avec Apple et Tesla, mais imaginons Apple avec tout le cash qu'a la société, s'il venait à se développer et avoir à un moment un intérêt, il pourrait soit concurrencer fortement, soit pourquoi pas racheter une entreprise comme Tesla. En tous les cas, il faut se rappeler qu'il y a 10-15 ans, toutes les grandes GAFA et puis toutes les sociétés technologiques que l'on connaît aujourd'hui, les Twitter, les Instagram, les WhatsApp, les Snapchat, etc., n'existaient pas. Donc vous qui êtes des investisseurs, essayez parfois d'avoir une vue à 3, 5, 7, 10 ans et essayez aussi de mettre dans votre portefeuille des actions à long terme dans les valeurs technologiques, parce que s'il y a bien un pan de l'économie mondiale qui risque bien de se développer dans les 10 à 15 ans qui viennent, c'est bien les valeurs technologiques. Et puis dernière news pour Solution 30, Solution 30 qui avait subi les foudres des opérateurs, les incertitudes concernant les rumeurs, concernant les comptes de la société. La société a publié hier une bonne nouvelle puisque Unit T, filiale à 70% de Solution 30, remporte un contrat majeur avec Fluvius pour développer le réseau de distribution d'électricité et de gaz allemand. Donc c'est un très beau contrat pour la société. Malgré tout, le titre reste sous pression. Ensuite, les actualités économiques. Alors, pas grand-chose à se mettre sous la dent. La semaine dernière, on a vu que les stocks de pétrole sont ressortis en nette baisse, moins 3,1 millions de barils, soit une baisse supérieure à ce que l'on attendait. On notera donc que la forte hausse de la semaine précédente était possiblement passagère, puisqu'on avait eu des millions de barils de stocks positifs.
qui laissait entendre justement que les prix du pétrole n'étaient pas à leur juste prix. Et en fait, c'est plutôt la statistique de cette semaine qui vient de nous montrer que l'exception était la statistique de la semaine précédente, et que ce n'est peut-être donc pas une tendance, cette hausse des stocks positifs, ce qui permet de laisser penser qu'il est légitime que le pétrole soit sur les prix actuels. Ensuite, je voulais vous parler des économies de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande qui dépendent fortement de la Chine. Vous savez que pour 2021, la Chine est une thématique d'importance pour Zone Bourse. Comme je vous l'ai expliqué, on attend un fort rebond de la croissance mondiale en 2021 et la Chine en tête. Donc les entreprises chinoises devraient en profiter, des entreprises asiatiques devraient tirer leurs épingles du jeu, et les économies australiennes et néo-zélandaises, qui sont très dépendantes de l'Asie, devraient également en profiter. On constate d'ailleurs que les chiffres macroéconomiques en Australie et en Nouvelle-Zélande sont particulièrement solides. Le PIB de la Nouvelle-Zélande est sorti en hausse de 14% sur le trimestre, alors que le consensus attendait plus 12,9%. Et en Australie, on a eu 90 000 créations d'emplois, alors que les opérateurs attendaient 40 000 créations d'emplois. Donc un chiffre bien supérieur aux attentes. Cette semaine, pas grand-chose à noter, si ce n'est que nous aurons une demi-journée de cotation la veille de Noël et que les marchés seront fermés sur l'ensemble de la planète le jour de Noël. Donc en gros, il reste cet après-midi, la journée de mercredi et puis quelques dernières cotations jeudi matin pour ajuster votre portefeuille afin de passer les fêtes tranquillement. Et la semaine suivante, ce sera pareil, on fera une émission courte le mardi, le mercredi vous me retrouverez sur BFM, le jeudi, vendredi, les marchés s'endormiront et on se retrouvera ensuite début 2021 pour une nouvelle aventure. On va passer au top flop qui cette semaine est encore un top puisque sur les 8 graphiques sélectionnés, il y a 7 graphiques haussiers pour de bonnes ou de mauvaises raisons, on va le voir ensemble. Donc ici à gauche, vous avez un graphique du Russell 2000, c'est l'indice des petites capitalisations américaines. Il prend en compte les 2000 entreprises américaines, les 2000 premières entreprises américaines en termes de capitalisation. Donc le Dow Jones c'est 30 valeurs, le S&P 500 c'est 500 valeurs, le Russell 2000 c'est, comme son nom l'indique, 2000 valeurs. Et quand on regarde en fait le ratio price, donc les prix, le price to sell ratio est de retour en fait sur des plus hauts de 22 ans à peu près. Donc ça veut dire qu'on est de nouveau sur des valorisations relativement élevées. La semaine dernière, je vous montrais le PER, le Price Earning Ratio du S&P 500 qui retrouvait des plus hauts historiques puisqu'il était de nouveau à 27, soit ces niveaux de la bulle de 1999-2000. Tout ça pour dire que jusqu'à hier, eh bien, on était haussier donc, depuis le mois de mars. On est fortement monté ces derniers mois. Ces dernières semaines, depuis le jour de l'annonce du vaccin Pfizer, c'était le 9 novembre dernier. Donc on est dans un rallye haussier puissant. Simplement, ce rallye haussier puissant nous a emmenés dans des zones où de nouveau les actions peuvent être considérées comme chères. On a parlé aussi de l'indice peur et avidité de CNN Money qui était retourné en zone d'euphorie. On avait parlé du VIX, on avait parlé d'une euphorie ambiante palpable ces 2-3 dernières semaines qui laissait entendre que les marchés étaient un petit peu tendus. Et c'est la raison qui explique justement la violence de la purge hier. Alors ici, un graphique pour montrer que l'Europe n'a pas tant à pâlir que cela des performances américaines. En effet, ici, vous avez 4 graphiques qui se surposent. En bas, en bleu clair, l'Eurostoxx 600. Juste au-dessus, le S&P 490. En fait, c'est le S&P 500 duquel on retire les 10 méga stocks de croissance, les 10 valeurs les plus performantes. En gris, on a le S&P 500 et ici en bleu, vous avez les 10 méga stocks. Et en fait, on se rend compte de quoi ? Eh bien, on se rend compte qu'aujourd'hui, la différence de performance entre le S&P 500 et l'Europe et l'Eurostoxx 600, une bonne partie de cette performance, en tous les cas, n'est pas due à
200, ni à 80, ni à 50, mais bien à 10 méga actions, 10 très certainement toutes les GAFA, donc des sociétés qui sont devenues mondiales, qui explosent les chiffres en termes de chiffre d'affaires, en termes de cash, en termes de bénéfices trimestriels et annuels. Donc voilà, c'est tout simplement pour dire qu'il y a des belles valeurs aux États-Unis, il y a des belles valeurs en Europe, les performances sont plus ou moins similaires. Après, bien évidemment, il y a l'exception américaine puisqu'ils ont les plus belles sociétés parmi les plus belles sociétés de la planète. Alors ça, c'est deux autres graphiques pour vous expliquer en quoi donc les marchés étaient tendus et pourquoi ils avaient besoin de purger, notamment sur la séance d'hier. Ici à gauche, c'est un autre indicateur de panique et d'euphorie, un autre que celui de CNN Money dont je vous ai déjà parlé dans cette émission. C'est l'indice Panic Euphoria de Citi Research. Et cet indicateur montrait bien qu'on était arrivé à pleine vitesse en zone d'euphorie et qu'on avait même dépassé les niveaux d'euphorie de 99-2000. Donc sur cet indicateur du modèle de Citi Research, on était vraiment en euphorie complète. Je vous rappelle quand même que le S&P 500 gagne pratiquement 70% depuis son plus bas du mois de mars et que le Nasdaq gagne 40% depuis le début de l'année, 40% en 2020, malgré un ralentissement de 5% de la croissance mondiale. Et puis ici à droite, un autre indicateur qui permet de voir quand les marchés sont un peu tendus et surachetés. Alors bien évidemment, tous ces graphiques, je les avais préparés vendredi. Et s'il n'y avait pas eu cette news de la deuxième souche pendant le week-end, on aurait eu l'impression que je vous avais prévenu en amont. C'est ce que j'ai essayé de faire depuis 2 semaines. Là, j'arrive un petit peu après la secousse. Mais je trouve important dans une optique de décryptage et pour les prochaines fois surtout, de revenir parfois en arrière et d'expliquer le pourquoi du comment. Certaines personnes vont dire ah bah l'analyste c'est toujours celui qui va expliquer la météo de la veille, mais j'avais préparé ces graphiques fin de semaine passée. La baisse a eu lieu hier lundi. C'est bon quand même de comprendre qu'est-ce qui pouvait nous permettre d'envisager, de voir que les marchés étaient un petit peu tendus et pouvaient justement comme ça consolider. Ce qui était la raison justement de mes différents messages sur la nécessité d'alléger un portefeuille avant les fêtes. Bref, c'est le pourcentage de titres du Nasdaq 100 au-dessus de leur moyenne mobile à 200 périodes. Et on peut voir qu'à chaque fois qu'on atteint 90% du Nasdaq au-dessus de leur moyenne mobile à 200 périodes, c'est qu'on a atteint, on va dire, le maximum, le paroxysme d'une vague haussière. Ça avait été le cas en juin, puis on avait consolidé. Ça avait été le cas début octobre. C'était particulier parce qu'à ce moment-là, c'était juste avant les élections. Puis derrière, on avait reconsolidé. Et c'est de nouveau le cas depuis la semaine dernière. Donc à chaque fois qu'on atteint un pourcentage trop élevé de titres au-dessus de leur moyenne mobile à 200 périodes, c'est que tout monte très fort, très vite, et qu'on a un risque de repli. Ensuite, j'ai choisi 2 graphiques qui vous expliquent pourquoi les marchés sont aussi soutenus et pourquoi ça tient bien. Déjà, c'est parce que 2021, c'est l'année de tous les espoirs. Ici, vous avez donc la croissance attendue par les grandes banques américaines pour 2021. Et vous pouvez voir qu'après une année de récession mondiale, eh bien, on attend une forte croissance, l'effet rebond, comme l'appellent les économistes, avec une croissance entre 5 et 6,4% pour 2021. Ça veut dire qu'on va avoir un peu de croissance aux États-Unis, en Europe, qu'on va avoir beaucoup de croissance en Asie. Et ça veut dire qu'on peut avoir une continuation de la hausse sur certains dossiers, notamment les dossiers de croissance. On peut peut-être aussi avoir certaines valeurs value qui se reprennent parce qu'elles apprécient quand on a justement une croissance économique globalisée et donc des économies qui tirent à la hausse. Donc ça, c'est ce qui explique que certains gérants, certains investisseurs soient positifs pour 2021 parce qu'on attend des chiffres de folie. Et puis l'autre raison qui fait que les marchés sans catalyseur baissier fort, sans signe noir, ne peuvent pas vraiment perdre 15, 20, 30% de nouveau. Qu'est-ce qui explique que
à chaque fois il y a une sorte de coussin amortisseur, et bien c'est tout simplement l'omniprésence des banques centrales. Vous avez ici donc le graphique du bilan cumulé des différentes banques centrales de la planète, et vous pouvez voir que donc on a eu une forte accélération de l'impression d'argent de par les banquiers centraux, et on a aussi une anticipation de continuation de soutien des banques centrales pour les trimestres à venir qui est extrêmement forte. Si les banques centrales ont rapidement imprimé 7000 milliards de dollars pour les mettre dans le système entre mars et juin, elles continueront pendant un an et demi de diffuser au moins autant que cette somme. Et donc on n'aura pas 7000 mais en tout 14 000 milliards de dollars qui seront déversés sur un an et demi. 14 000 milliards de dollars, pour vous donner une petite idée, c'est à peu près 15% du PIB mondial. Donc c'est largement de quoi combler les trous et soutenir artificiellement les marchés financiers. Et puis dernier graphique, à gauche c'est un top, et le top c'est pour le Bitcoin qui a explosé les compteurs sur la dernière décennie, puisque le Bitcoin a gagné 8 537 328% sur les 10 ans qui viennent de passer. Alors bien évidemment, certains me répondront qu'avant 2016-2017, il n'y avait pas de volume, que le Bitcoin était inexistant, c'est pas faux. Simplement, quand on regarde sur 10 ans, les performances, même les performances de Tesla ne ressemblent à rien, puisque le Tesla, le Nasdaq, l'or, toutes ces performances-là sont complètement écrasées sur le graphique par la performance du Bitcoin qui a tout explosé et qui a atteint cette année de nouveaux records historiques. Et qui sera, je pense, un actif sur lequel il faudra compter dans les années à venir. Et puis pour finir, un graphique sur les petites entreprises. Ça, en fait, c'était une tendance de fond. Les petites entreprises ont souffert de cette crise et vont continuer de souffrir. Comme je vous l'ai dit dans la dernière émission, les ventes en ligne explosent. Et même après les confinements, même quand on a déconfiné, eh bien, les petites entreprises n'ont pas réussi à reprendre leur part de marché, n'ont pas réussi à redémarrer. On a vu l'emploi dans ces petites entreprises continuer de diminuer. Donc voilà, c'est vraiment un changement de long terme qui s'opère. Les grosses entreprises prennent le dessus, les petites entreprises meurent. Et c'est pour ça qu'on assiste à la création de géants nationaux ou mondiaux. Et c'est pour ça qu'on a l'impression aussi parfois qu'il y a une grande différence entre l'économie réelle et la bourse. Parce que dans l'économie réelle, on voit que la dette augmente, que le chômage augmente, que les petites entreprises se meurent, alors que sur les marchés financiers, on constate de nouveaux records historiques permanents. Voilà, c'est la fin de cette première partie d'émission. On va passer à l'analyse graphique dans cette deuxième partie d'émission. Je vous affiche la liste des actions. Je voulais aussi vous dire avant cette deuxième partie d'émission qu'en 2021, j'essaierai de me focaliser de plus en plus sur les moyennes et les grosses capitalisations, d'essayer de parler de moins en moins des small caps, des petites capitalisations. J'en ai beaucoup parlé en fin d'année parce qu'elles ont été très volatiles. Je voulais aussi faire de la prévention sur les biotech, qui sont des valeurs extrêmement spéculatives. Avoir un peu de biotech en portefeuille, cela se considère, mais essayez de vous focaliser plutôt sur des biotech qui sont haussières, des biotech comme AB Science par exemple, qui a décollé de 50% ces dernières semaines, ou comme Valneva qui a aussi fait un magnifique parcours, plutôt que des biotech scabreuses comme par exemple Inat Pharma. Et je me focaliserai aussi de plus en plus sur les valeurs internationales. D'ailleurs, je remercie les clients et lecteurs belges, suisses, américains, français qui m'ont donné des valeurs de tous ces pays. Je continuerai donc de développer une partie internationale le plus possible. Et puis je voulais aussi vous dire qu'en 2021, je ferai de plus en plus de nouvelles émissions avec des interviews de spécialistes et des interviews de PDG. Et voici la liste des actions de cette dernière partie que je vais débuter juste après m'être servi un petit café. À tout de suite. Et on se remet Mozart, symphonie numéro 25.
Bon allez, je vais pas vous le passer en entier, mais c'est quand même magnifique comme morceau. Avant de débuter cette deuxième partie d'émission, je voulais vous montrer ceci. Désormais, j'enregistre l'audio des émissions Les Marchés en Action. Et donc cet audio est disponible sur toutes les plateformes. Vous avez Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, je crois qu'il y a aussi Amazon Music, Deezer. Donc voilà. Vous pouvez, si vous avez l'habitude d'écouter des podcasts sur Apple, Google, Spotify, Deezer, etc., chercher Les Marchés en Action. Et vous trouverez donc les podcasts de notre émission, Les Marchés en Action. J'ai déjà mis les deux premières et je mettrai, les deux dernières, et je vais mettre celle du jour en ligne également. Comme vous pouvez le voir, une fois on change le design, une fois on achète un micro, une fois on lance les audios, toutes les semaines il y a des nouveautés. Allez, on passe sur la plateforme de Pro Real Time. Je me rends compte que j'ai oublié de regarder tout à l'heure indice Forex matières premières rapidement. Je vous montre donc ceci. Premièrement, le graphique du CAC 40. Donc le CAC 40 où il n'y a pas grand chose à attendre d'ici la fin de l'année. On avait trois possibilités. Un Noël normal autour de 5550 points. Un Noël avec bûche dorée si on avait réussi à sortir du range actuel pour pousser jusque 5700 points. Mais on l'a vu il y a quelques instants. Dans la partie top flop, on était un petit peu trop dans l'euphorie, les marchés étaient un petit peu trop tendus. Il y avait besoin de purger les indicateurs techniques, donc voilà qui est fait. Et on avait une troisième possibilité, le Noël sans dinde, et pour l'instant, on va dire que sous 5450, c'est un Noël sans dinde que les marchés essayent de sauver. Il nous reste encore une séance et demie pour remonter peut-être vers 5500 points et sauver Noël. Donc voilà, c'est l'opération sauver Noël qui est en place. Mais sinon, globalement, voilà, je pense qu'il ne faut pas s'attendre à grand-chose d'ici la fin de l'année, sauf news particulière concernant la souche du virus en Angleterre. On devrait stabiliser à plat. Et on peut quand même dire que c'est une fin d'année en beauté, puisque comme je vous l'expliquais, qui l'eût cru, on a quand même fait une belle remontada à partir du mois de mars pour finir l'année en baisse seulement de quelques pourcents par rapport à là où on l'avait débuté. Ensuite, je vous montre l'euro-dollar avec une belle oblique qui passe par chacun des plus hauts depuis 1 an et demi. Donc c'est pas une petite oblique de résistance. L'euro-dollar est soutenu ces dernières semaines parce que le dollar était complètement délaissé. C'est une tendance potentiellement forte puisque la Banque centrale continue d'injecter, continue de créer de la dette, ce qui pressurise la monnaie américaine. Donc ça reste haussier sur l'euro-dollar, mais on fait attention à cette barrière. Ensuite, on peut regarder rapidement les métaux. Donc l'or, toujours dans son canal baissier de consolidation. Point positif de l'or, on est au-dessus de la moyenne mobile à 200 périodes, comme par le passé. Donc on est toujours dans une belle tendance haussière de moyen long terme. Ce qu'il faut faire maintenant pour les métaux, c'est réussir à s'extraire de ce canal baissier de consolidation en cassant les 1910 $, les plus hauts d'hier en gros. Si on arrive à passer la borne haute de ce canal baissier, eh bien on relance la dynamique de fond. D'ailleurs, les cours de l'argent nous ont montré que les opérateurs sont vraiment friands de matières premières puisque les cours de l'argent, eux, sont sortis de leur range par le haut hier, puis on revient dessus. C'est pas encore très clair parce que parfois l'argent se veut un petit peu capricieux, mais globalement, on peut voir que le trend haussier est là à moyen terme, que les cours sont soutenus et qu'il y a bien une tendance de fond haussière sur or et argent. Sur le pétrole, on assiste à une consolidation, légitime respiration des cours, puisque, on ne l'oublie pas, les cours ont quand même gagné 45% en l'espace de 2 mois, depuis qu'on a eu cette nouvelle sur l'élection américaine, puis le vaccin. Donc vous le voyez ici avec mes flèches, je suis globalement haussier pétrole. Après, je n'écarte pas d'éventuels retours sur support avant des redémarrages haussiers. Mais globalement, c'est un secteur que j'aime bien pour l'année 2021. Et puis, dernier actif que l'on peut regarder, c'est le Bitcoin.
Le Bitcoin qui a fait une progression parabolique magnifique. On était bloqué sous les 20 000 dollars, on a assisté à une consolidation de 20%, puis les cours sont repartis, on cassait les plus hauts, on gagnait 20% de plus. Et en fait, sur ce graphique, vous voyez comment calculer des objectifs sur un actif qui dépasse son record historique. En effet, au-dessus de 20 000 dollars, on n'a plus de référence, de barrière, de résistance qu'on aurait pu tester par le passé. Donc pour pouvoir trouver des objectifs de cours, on peut utiliser soit des expansions de Fibonacci, soit on peut aussi utiliser des reports de range qu'on appelle aussi effet de balançoire. Ici par exemple vous avez eu un petit range qui s'est créé entre 16 000 et 20 000, et une fois qu'on est sorti de ce range, on pouvait trouver un objectif théorique à peu près à 23 500, 24 000. On prend la hauteur du range et on la reporte à sa cassure. Donc on avait un range, on est sorti, on a fait l'objectif, et là on stabilise en attendant la suite. Donc voilà à peu près pour cet environnement de marché. Et puis maintenant on va passer aux valeurs que je voulais vous montrer. Alors il y a des valeurs haussières, des valeurs baissières, des valeurs que j'aime bien, d'autres que je n'aime pas. Et j'ai choisi tous ces dossiers dans un but pédagogique. La première valeur c'est Air France. J'ai choisi Air France dans un but pédagogique. Premièrement, on sait qu'Air France est un dossier scabreux, que la société est en difficulté, qu'elle a d'énormes dettes. On savait aussi qu'il y avait un risque de recapitalisation par l'État français. Cette nouvelle de recapitalisation a été validée ici début décembre. Et à ce moment-là, en fait, j'ai fait une stratégie de vente, une stratégie baissière sur Air France. En fait, même s'il y avait encore des opportunités à la hausse sur les marchés, j'avais envie de trouver une action sur laquelle on pouvait jouer une correction potentielle, une sorte de stratégie de vente pour avoir en parallèle d'achat une vente qui profiterait d'une éventuelle baisse des marchés. J'avais fait une stratégie baissière sur Air France, j'en avais fait une sur Airbus qui avait été invalidée avant d'aller chercher son objectif, puis une sur Vinci où l'objectif a été validé et une autre sur ADP où l'objectif a été également validé. Le but c'était de trouver des valeurs qui étaient fortement impactées par le Covid, qui étaient fortement remontées en novembre-décembre et qui étaient arrivées de nouveau sous résistance et qui pouvaient consolider de 10 à 15%. Autre fait intéressant sur ce titre Air France, vous voyez où le titre s'est arrêté? Franchement, c'est absolument magnifique. Le titre Air France en fait a cassé il y a un mois sa moyenne mobile à 200 périodes, a tenté d'accélérer et là on a fait un pullback sur MM200. MM200 qui est une moyenne mobile de long terme d'importance. C'est d'ailleurs positif que les cours soient au-dessus des MM200 et que la MM200 soit en train de passer de baissière à neutre. Elle fait donc support et elle est en support vers les 4,10€, 4,15€. C'est le plus bas d'hier. Donc on peut dire que là Air France a trouvé un point dur. Sous ce point-là, reprise de tendance baissière sous les plus bas, mais tant qu'on tient ce point-là, on peut aussi tenter de rebondir vers la borne haute du range. Donc on a, grâce à ces différents points d'impact, un champ de bataille, des zones de prix sur lesquelles possiblement intervenir à l'achat ou à la vente sur ce dossier. Ensuite, on regarde Albioma. Albioma fait partie en fait du groupe des valeurs vertes. Il y a 3 dossiers que j'adore dans ce groupe, c'est Albioma, Voltalia, NeoEN. Elles ont 3 configurations qui se ressemblent, avec parfois une valeur qui va plus vite qu'une autre, puis ensuite l'autre qui rattrape. Albioma, elle est plutôt calme. On peut apprécier sa construction entre mars et octobre très propre, très fortement haussière. Depuis, on latéralise. Mais vous voyez, le titre est très solide, on est reparti ces dernières semaines, on a cassé l'oblique baissière ici, on a fait le pullback hier, on redémarre aujourd'hui. Donc tant qu'on est au-dessus des 40€ sur Albioma, à moyen terme, c'est une belle valeur haussière d'un secteur recherché par les opérateurs. Deuxième valeur haussière et recherchée dans ce secteur, c'est NeoEN. NeoEN qui est dans un canal haussier ici, qui est dans un deuxième canal haussier ici en bleu, qui essaye de s'en extraire par le haut. Franchement, je serais plus étonné de rien. Vous savez que NeoEN est ma valeur favorite dans ce secteur-là. J'aurais espéré un retour sur 42 ou 40€ pour vous proposer des stratégies d'achat. Elle n'en fait qu'à sa tête, elle continue de monter toute seule, tout droit.
Certains m'ont parlé du haut de canal ici vers 55 euros et sont sortis, mais vous voyez que malgré le fait qu'on ait atteint ce haut de canal, le cours ne s'arrête pas. Donc si ça se trouve, elle peut aussi sortir par le haut de ce canal et tenter de maintenir un rythme de hausse rapide. En tous les cas, si vous avez la chance d'en avoir, j'ai envie de vous dire, notez la chance que vous en avez et essayez de les garder à moyen long terme parce que c'est vraiment un superbe dossier. Et puis la troisième valeur du groupe, c'est Voltalia. Voltalia, même chose, superbe dynamique haussière. On en a parlé dans l'émission de la semaine dernière. Elle était en train de casser son range par le haut. Elle a accéléré par la suite. Elle est encore super soutenue. Et je ne serais pas étonné qu'en 2021, Voltalia casse ses plus hauts historiques et continue de grimper. Donc 3 belles valeurs. Certains ont les 3, d'autres en choisissent une. En tous les cas, c'est un secteur qui a été très recherché en 2020 et qui est pour le moment toujours très bien orienté pour 2021. Ensuite, EOS Imagine. Alors EOS Imagine, pour la petite histoire, donc c'est une société sur laquelle il devait y avoir une OPA à 2,80 € me semble-t-il en mars 2020. Cette OPA a été remise à plus tard, a été annulée. Du coup, les cours ont fortement chuté et sont revenus à 1,40 €, soit la moitié du prix de l'OPA potentiel. À ce moment-là, j'avais laissé ce titre s'endormir. Et puis au mois d'octobre, je vous ai fait une newsletter. Donc je rappelle que j'envoie une newsletter. Pour s'inscrire, c'est sur nicolacheyron.fr. Et dans cette newsletter, je vous ai dit que je surveillais d'éventuelles sorties de range et qu'il y avait un range qui durait depuis longtemps, que je trouvais très beau et qui, s'il venait à casser, pourrait engendrer un mouvement très puissant. C'était justement ce range sur EOS Imagine, avec une sortie à surveiller à 1,50. Cette sortie s'est faite le 12-13 novembre. À ce moment-là, je parlais d'un premier objectif à 1,90 €. On l'avait frôlé en faisant 1,8860. Certains étaient sortis à ce moment-là, d'autres ont gardé la ligne. Vous pouvez voir que même si c'est une valeur très volatile, c'est propre graphiquement. On s'est arrêté juste sous résistance ici. On est revenu pile poil tester le support, donc faire un pullback sur cassure et sur MM200. On est reparti des mêmes 200 à la hausse, et puis là, hop, nouveau projet d'OPA, cette fois non pas à 2,80 mais à 2,45. Donc voilà, bravo à ceux qui en ont acheté à 1,40 ou sur cassure des 1,50 ou sur 1,60, vous avez gagné entre 40 et 60%. Ça fait du bien pour la fin d'année, les cadeaux de Noël, et j'en suis très heureux. Ensuite, Ipsos. Alors là, c'est un contre-exemple, c'est-à-dire le genre de configuration qui ne me plaît pas plus que ça. Vous voyez ici sur le graphique que Ipsos a fait une vague haussière entre mars et juin, comme le CAC, puis elle s'est stabilisée jusqu'en novembre, puis elle a fait une belle vague haussière jusque début décembre. On a ici un report de vague haussière à la seconde vague haussière, et on voit qu'on a plus ou moins fait la même jambe de hausse, qu'on a atteint une zone. En plus de ça, on a atteint 30 € objectif théorique. En plus de ça, on a atteint une zone de résistance oblique. Puisque quand on prend un peu de recul, on se rend compte que depuis 3 ans, Ipsos, en fait, c'est un titre qui est globalement baissier, avec une pente baissière faible. Et vous pouvez voir ici 1 point haut, 2 points hauts, 3 points hauts et 4 points hauts. Donc le point haut à 30 €, c'est un report de vague haussière, un objectif haussier théorique psychologique et une oblique baissière qui passe par tous les plus hauts. Donc on peut dire qu'Ipsos avait atteint un gros objectif de prix et il est difficile de voir beaucoup plus de potentiel sur ce titre à court terme. Donc voilà, quelqu'un m'avait demandé de jeter un œil dessus. Et la conclusion que je peux en faire, c'est que tant qu'on n'aura pas cassé les 30 € et cette oblique baissière, ça restera un titre qui a atteint à court terme une bonne partie de son potentiel. Ensuite, autre titre que l'on m'a demandé de regarder, mais qui est un titre que j'ai choisi comme un contre-exemple, c'est Nokia. Parce que d'une part, c'est un titre qui est baissier à long terme, donc qui ne m'intéresse pas plus que ça. D'autre part, Nokia est un titre très colérique, avec des gaps dans tous les sens. Gap baissier, gap baissier, gap haussier, gap baissier.
c'est un enfant passage, Nokia. C'est un gruyère, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tendance ni à court terme ni à moyen terme, c'est très neutre. La seule tendance, la véritable belle vraie tendance qu'on peut trouver, c'est une tendance baissière de long terme. Donc voilà, pas grand-chose à dire si ce n'est que ce genre de titre ne m'intéresse pas. Et ne m'intéresserait que si et seulement si on venait à casser un nœud de résistance. Je pense notamment au plus haut des dernières semaines, la zone des 3,50 qui se confond avec la moyenne mobile à 100 et la moyenne mobile à 200 périodes. Donc voilà, ici on a un gros nœud de résistance. Si l'action venait à se réveiller d'une part et à casser cette résistance d'autre part, là peut-être qu'on aurait quelque chose à se mettre sous la dent. Mais en dehors de cela, rien d'intéressant ici. Ensuite, Quadient. Quadient qui est très bien noté chez Zone Bourse, qu'on a dans notre portefeuille. On avait étudié ce titre parce qu'il avait réalisé un gap haussier qu'il n'avait pas comblé ici, entre 14,50 et 15 euros en gros. On était revenu tester ce gap le 30 novembre, on ne l'avait pas comblé. J'avais fait une stratégie d'achat avec une entrée à 14,6, on ne l'a pas faite. Hier, de la même façon, on est venu tester le support et on a réagi positivement sur le support. Donc on n'a toujours pas touché mon point d'entrée. Mais je n'en démords pas, je ne désespère pas, que peut-être avec la morosité des fêtes, la morosité ambiance, le titre continue de végéter dans la zone actuelle, ce qui lui permettra peut-être, sait-on jamais, d'aller toucher les 14,60, mon point d'entrée, avant d'éventuellement rebondir. Donc ma stratégie reste inchangée. Je définis une zone de prix optimale sur laquelle rentrer et ensuite je patiente pour avoir mon entrée. Et si le marché ne me donne pas cette entrée, eh bien je passe à autre chose. Ensuite, Téléperformance. Téléperformance, c'est une des plus belles valeurs de 2020, mais aussi de 2019, mais aussi de 2018. Et en fait, c'est peut-être une des plus belles valeurs françaises sur 5 ans et sur 10 ans. Voyez ce rouleau compresseur haussier magnifique en place sur ce titre depuis des années. Et quelqu'un me disait, voilà, j'aimerais bien rentrer à moyen terme sur ce que tu appelles les mémères, c'est-à-dire des valeurs trend following qui sont relativement lentes mais qui sont extrêmement puissantes, comme Biomérieux, comme Sartorius, comme Air Liquide. Et donc cette personne me disait, comment définir un point d'entrée optimum à moyen terme? Donc un point d'entrée à moyen terme optimum sur Téléperformance, c'est évidemment, on parle de l'optimum, de ce qu'on espère le plus, un point d'entrée sur éventuel repli. Et quand on regarde le graphique, on note une zone de soutien à 250 euros et on voit que juste en dessous, ici, on a un gap qui a été laissé ouvert entre 238 et 248 euros à peu près au mois de juillet. Et quand on regarde cette zone horizontale, on voit qu'en plus elle correspond aux anciens plus hauts de février 2020 et qu'en plus de ça, elle correspond à la moyenne mobile à 200 périodes. Donc en gros, dans le meilleur des mondes, pour un investisseur de moyen terme qui souhaiterait entrer sur Téléperformance, on espérerait presque une période de morosité, voire de baisse du CAC en début d'année, pour que ce superbe titre perde 10%, revienne sur cette zone, l'atteste, voire comble son gap ici, prenne appui dessus et reparte. Voilà pour répondre à la question de ce téléspectateur. Et c'est un petit peu d'ailleurs le même schéma tactique sur Total. En fait, Total, c'est un mix de ce que je vous ai expliqué sur Air France et sur Téléperformance. Alors, quelle est la relation entre Air France et Téléperformance, vous allez me dire. Alors, relation numéro 1, la relation entre Total et Air France, c'est que les deux dossiers ont cassé leur moyenne mobile à 200 périodes, sous laquelle ils évoluaient. Que sur ces deux dossiers, la moyenne mobile à 200 périodes est en train de passer de baissière à neutre, voire haussière, et qu'elle est en soutien des cours. Donc ça veut dire que sur Total, qui est en consolidation de court terme, après avoir gagné 50%, rappelons-le, en l'espace d'un mois, soit un record historique de hausse sur le dossier, avec ce qui s'est passé aussi en mars 2020. Donc une entrée qui serait vraiment tip-top, ce serait une continuation de la baisse vers MM200 et que cet MM200 fasse support et qu'ensuite seulement les cours rebondissent. Et en plus de ça, on voit que les
MM200 est à 32,70 et qu'à 32,70 on a quoi? On a un petit gap qui avait été laissé ouvert. Donc revenir à 32,70 voudrait dire d'une part tester MM200 et d'autre part combler un petit gap. C'est aussi pour ça que je vous parlais de Téléperformance il y a un instant, parce que Téléperformance a un gap sous les pieds. Donc de la même manière qu'Air France est revenu violemment tester sa MM200, on aimerait bien que Total revienne jusque MM200, ça nous donnerait un beau point d'appui qui est en plus une zone de gap. Et à la manière de Téléperformance, on aime bien Total parce que c'est un beau titre, c'est un titre solide, donc on aimerait bien pouvoir l'acheter sur repli. Donc plutôt que de se jeter dessus à la moindre baisse, on attendra, enfin c'est ce que moi j'attendrai, une entrée optimum. Pour revenir d'ailleurs sur ce que je vous ai dit sur Total ces dernières semaines, pour dire aussi que personne n'est parfait, j'attendais Total à la baisse, à l'achat sous 30 euros donc cette année, on l'a bien eu. J'attendais et j'ai refait des stratégies à l'achat à 30 euros, ça a marché, à 33 euros, ça a marché. On a allégé à 38 euros, c'était bien vu aussi. Par contre, j'ai perdu patience. Et je voulais aussi vous dire, hein, c'est ce que je fais dans chacune de ces émissions, je vous parle de mes erreurs. Et j'ai fait une erreur, j'ai fait une stratégie d'achat sur Total à 37,60 euros pensant qu'elle allait redémarrer, casser ses plus hauts, aller chercher 42 euros. Heureusement, et c'est aussi là le sens de cet exercice, c'est que j'ai mis un stop à 4% dans ma stratégie. Donc si vous avez acheté 37,60 et que vous êtes sorti à 36,20 sur mon stop proposé, vous avez perdu 3,5% à peu près. Et vous n'en avez pas perdu 10. C'est aussi ça le but du stop. Quand on suit une valeur fortement haussière, qu'on se met un stop serré, bah ça permet, si la valeur continue, d'être toujours dedans, mais si la valeur ne passe pas, de prendre une perte de 3% et de la laisser perdre 4, 5, 7, 10, 12, 15 pour y revenir plus bas avec une meilleure entrée. C'est mieux que d'avoir tenu la ligne, de passer par moins 10, de ne plus être confiant, etc. On garde le contrôle, on coupe la position et on y reviendra plus bas. Et c'est pour ça que sur mon graphique, vous voyez ici marqué jeu de la patience. Parce que pour rappel, en juin 2020, quand Total était à 36, je disais que je l'attendais sous 30. À ce moment-là, personne ne me croyait. Et puis 6 mois plus tard, enfin 4 mois plus tard, j'ai enfin pu acheter du Total sous 30. Et on l'a même acheté pour nombreux d'entre vous à 25. Donc même jeu ici, le jeu de la patience. Et non pas de l'impatience que j'ai démontré moi-même à 37,60 €. Je vais attendre une belle entrée sur Total, quitte à ce qu'elle n'y vienne pas, encore une fois. Ce sera soit une très bonne entrée, soit pas d'entrée du tout. Et puis pour finir, Vinci. Vinci, ça fait partie en fait des valeurs très propres, très impactées par le Covid. Regardez, je vais vous montrer 3 graphiques, vous allez voir, c'est toutes les mêmes. D'ailleurs, je vous avais fait la même chose dessus. Je vous avais fait une carte sur Airbus avec son canal haussier, cher en haut du canal, normal au milieu du canal, très attractif en bas du canal. Donc vous voyez ici que la zone chère a bien fonctionné sur Airbus et que depuis elle perd 10% et qu'il faudrait qu'elle perde encore 10% pour redevenir un minimum attractive. La deuxième valeur dans le même schéma, c'était ADP, où j'avais fait une stratégie baissière à 110 pour viser les 100 qui ont été atteints hier. Et là, même chose, elle est chère à 120, elle est attractive à 75. On est encore à 100, donc ça veut dire qu'on n'est pas encore très attractif. Par contre, si elle baissait d'un cran, elle reviendrait ici à 90, 92 et elle testerait MM200. Donc toujours cet MM200 comme pivot majeur. Donc on se dit que si ADP perdait 10% de plus et revenait sur 90 € MM200, elle serait d'une part sur MM200, d'autre part sur un niveau horizontal et enfin plus attractive qu'à 120 €. Et donc voilà, on va définir comme ça grâce à ces champs de bataille, ces zones de prix, des zones sur lesquelles intervenir. Et c'est la même chose sur Vinci. Sauf que Vinci, vous l'aurez vu, contrairement à ADP où MM200 est beaucoup plus basse, eh bien Vinci, MM200 est plus proche. Parce qu'il y a des titres qui sont plus solides que d'autres, parce qu'il y a des titres qui sont quand même moins impactés Covid que d'autres. Il est normal que Vinci soit un peu moins impacté par le Covid que ADP. Et donc sur Vinci, on voit qu'il y a une zone ici entre 76 et 78 avec la MM200 qui est sous nos pieds. Donc ça, c'est une zone potentiellement à surveiller. Si on casse ça, on attendra les 72 €, soit un pullback sur le canal ici tracé.
Donc 78 et 72 sont deux zones d'intervention potentielles sur Vinci. Tout ça pour dire que sur Quadient, on aimerait un repli un peu plus bas. Sur Téléperformance, on aimerait un repli un peu plus bas. Sur Total aussi, sur Vinci aussi. Tout ça pour dire que si en début d'année, le CAC venait à baisser, ce serait pas forcément une mauvaise chose. Ça nous donnerait des points d'entrée optimum sur de nombreux dossiers. Donc, posez-vous la question du est-ce que je reste full investi pendant les vacances de Noël avec aucune liquidité pour prendre des nouvelles positions en début d'année, ou est-ce que je maintiens une poche de cash ou augmente une poche de cash pour justement pouvoir intervenir début d'année si les corrections, les consolidations éventuelles dont je vous parle prennent forme. Voilà pour les valeurs CAC et SRD. On va passer sur des valeurs internationales. Dans les valeurs internationales, la plupart sont des beaux dossiers haussiers de moyen terme. Et il y a aussi 2-3 valeurs que j'ai choisies parce qu'elles m'ont été demandées par des lecteurs, mais qui ne me plaisent pas. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et notamment Boston Scientific. Boston Scientific, je suppose qu'on parle ici de la société qui fait les robots, notamment les robots qui ressemblent à des animaux, à des chiens ou à des tigres, je ne sais pas, mais à des robots qui fonctionnent super bien, qui courent, qui sautent, qui font des saltos arrière. Donc une société très, on va dire un business axé sur le futur, dirons-nous. Simplement, quand on regarde le graphique, on voit bien que ça a été une success story pendant des années, mais que depuis le Covid, là, c'est plus vraiment un titre qui est recherché, contrairement à plein de valeurs technologiques américaines. On voit que contrairement aux indices américains qui sont sur leur plus haut annuel, elle sous-performe depuis 2 mois. Elle a eu une belle vague baissière ici avec volume, elle a connu un gap baissier ici avec des volumes forts, donc c'est un titre accidenté. Et de ce fait, c'est un titre qui m'intéresse beaucoup moins que des actions qui sont en valeur, qui sont en tendance haussière. On a un niveau ici à 33 dollars qui est d'importance. On a un niveau ici à 36,4, la moyenne mobile à 200 périodes, qu'il serait bon de dépasser pour pouvoir relancer une dynamique haussière de court terme. Mais sinon, vous voyez bien que c'est un titre qui est neutre à moyen terme et qui est donc beaucoup moins intéressant que d'autres dossiers que je vais vous montrer dans quelques instants. Je vais d'ailleurs vous montrer donc un des premiers titres, c'est Carrière Global. Donc vous voyez ici une tendance haussière manifeste et très forte. Carrière Global est spécialisée dans la conception de chauffage, de ventilation, de conditionnement d'air et de réfrigération à usage industriel et domestique. Peut-être que cette valeur profite justement de ces systèmes de conditionnement d'air et de ventilation, puisque à cause du Covid, il y a plein de sociétés d'aéroports et autres qui vont revoir ces systèmes-là. Peut-être même que cette valeur a été recherchée parce qu'elle vend des systèmes de réfrigération à usage industriel et que les grands laboratoires vont avoir besoin de frigo pour tout ce qui est vaccin. Je n'ai pas creusé en détail le titre, mais je vois bien donc ces spécialités de la société qui expliquent sa forte hausse de ces derniers mois. Simplement, ça, c'est un long fleuve tranquille et c'est ce qu'on recherche en bourse. Plutôt que d'aller sur des valeurs neutres à moyen long terme, plutôt que d'aller sur des biotech, plutôt que d'aller sur des dossiers baissiers, c'est ça qu'il faut chercher. C'est des valeurs haussières et calmes qui font des plus bas de plus en plus haut. Et je vous dis calme, mais vous voyez qu'entre ici à 12 dollars et là-haut à 38 dollars, elle a triplé cette valeur depuis le mois d'avril. On parle de 200% de performance en 8 mois seulement. Et c'est ce type de graphique-là que vous devez chercher. Je vous montre 2-3 valeurs françaises qui ont des graphiques qui ressemblent à ce type de dossier. Mais vous voyez, on a regardé Téléperformance tout à l'heure, fortement haussière, qui ne fait que monter. Esker, c'est la même chose, fortement haussière, ne fait que monter. Et puis elle me faisait aussi penser Carrière Globale à Nekon, puisqu'elle est dans un canal haussier à faible pente et comme ça avec un titre qui monte tranquillement. Donc bien trouvé à ce lecteur qui m'a proposé cette valeur. Je ne sais pas combien de temps cette hausse durera, mais tant que ce titre fait des plus bas et des plus hauts de plus en plus bas et qu'il évolue dans son canal haussier, c'est une valeur à l'achat avec de nouveaux records historiques à la clé.
Ensuite, autre valeur qui a fait un parcours absolument fantastique, c'est Jumia. Jumia, c'est en quelque sorte le Amazon africain. Donc une valeur cotée aux États-Unis qui en 2020 a repris de sa superbe. Je pense que les opérateurs se sont portés à l'achat sur toutes les valeurs de la vente en ligne aux États-Unis, puis ensuite dans les autres zones économiques, et c'est peut-être ainsi que les opérateurs se sont portés donc sur Jumia. Donc là, je voulais vous la montrer parce que c'est l'exemple d'une valeur qui sort de nulle part et qui d'un coup est sous le feu des projecteurs avec des gros volumes et qui fait un parcours magnifique. La valeur est passée de 7 dollars à 42 dollars, donc elle a fait x6 en 2 mois. L'autre chose que je voulais vous montrer sur ce dossier, c'était les gaps et les réactions de marché par rapport à des gaps. Deux types de réactions sur ce dossier. Ici, vous voyez un gap baissier, donc une mauvaise nouvelle potentiellement, un gap baissier, on essaie de se reprendre suite à ce gap, puis les vendeurs prennent la main. Et là, vous voyez un deuxième cas, gap baissier, mais avec très rapidement le dépassement du haut du gap dans les séances qui suivent, puis le comblement de ce gap dans les 5 séances qui suivent, puis signal haussier fort, la cassure du plus haut précédent. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a eu un gap baissier, que ce gap baissier était l'occasion pour les opérateurs d'acheter à meilleur prix et de relancer la dynamique haussière qui était déjà en cours. Donc, certes, je ne vous dis pas qu'il fallait acheter sur ce gap baissier, puisque ce gap baissier, parfois, ça se passe mal. Mais par contre, dès qu'on est reparti à la hausse dans les séances qui ont suivi, qu'on est repassé au-dessus du comblement de gap, c'était un premier signal. Quand on a cassé les plus hauts des semaines précédentes, c'était un deuxième signal. Quand on a cassé le plus haut de l'année, le plus haut du mois d'août, c'était encore un nouveau signal. Donc on avait 1, 2, 3 signaux qui permettaient de rentrer sur ce dossier sous les 24 dollars avant la continuation de la hausse. Après, bien évidemment, c'est un titre américain, donc c'est un titre volatile qui peut passer de 40 à 25 avant de repartir à 40. C'est pas de tout repos, c'est sportif, c'est peut-être pour des profils un peu plus aguerris. Mais en tous les cas, on est là sur les boîtes du futur, de l'avenir, recherchées par le marché, dans des volumes énormes, avec des tendances haussières. Donc parfois, ça fait du bien un peu de sortir de l'Europe. Ensuite, on regarde Mara. Mara, société spécialisée dans la blockchain. Donc forcément, quand le Bitcoin s'envole, Mara s'envole. Vous pourrez noter qu'il n'y a pas de forte corrélation entre Mara et le Bitcoin. C'est plus, on va dire, une tendance de fond. Lorsqu'on a des envolées sur les cryptos ou des news sur le titre Mara, on connaît des envolées assez fulgurantes. On avait déjà eu une envolée de 2 à 5 dollars. Là, récemment, on a eu de 2 à 12 dollars. Donc encore une fois, en un mois, une valeur qui fait x6. Ça n'arrive pas en France, ça arrive aux États-Unis. C'est pas toujours très facile, c'est parfois violent, mais toujours est-il qu'il y a des signaux avec volume, avec cassure, comme ici, volume suivi par cassure. Ici, on marque un plus haut, on consolide. Ici, on recasse le plus haut avec de nouveau des volumes très forts. Donc, il y a moyen, avec des techniques simples, notamment le trend following, d'acheter soit sur les pullbacks, comme ici un beau pullback sur MM20, soit d'acheter sur les relances haussières, soit d'acheter sur les inscriptions de nouveaux plus hauts, et ensuite d'essayer de se laisser porter par cette fusée un certain temps. Donc là, c'est à titre éducatif, encore une fois, ouvrez-vous à de nouveaux horizons, peut-être à certaines valeurs américaines. Bien évidemment, elles sont plus volatiles et dangereuses, mais sur certaines d'entre elles, on a des signaux de cassure qui parfois permettent des entrées et des beaux trades. En dehors des sentiers battus comme Mara, on a des valeurs haussières de moyen long terme très qualitatives aux États-Unis, comme ici Mastercard. Donc ici, voilà, tendance haussière en place depuis plus de 15 ans. Un très beau dossier, évidemment. Simplement, ce qu'on peut constater ces dernières semaines, c'est une sorte de pause. On peut voir qu'on a une consolidation ici dans une sorte de triangle, si on exclut le petit trou d'air ici. On peut voir aussi un gap haussier qui a été laissé ouvert ici. Donc on a une espèce de gap
ici. C'est pour ça que j'ai tracé une zone horizontale de soutien à 317. Donc on a un premier support à 325, un deuxième support à 317. Et pour celui qui veut acheter du Mastercard en cas de trou d'air sur support sur cette zone de gap, 317 est un niveau à surveiller. En plus, on a la moyenne mobile à 200 périodes qui arrive petit à petit en soutien. Et pour quelqu'un qui ne veut pas acheter sur repli, mais sur éventuel signal de relance, sur cassure, eh bien, il faut surveiller l'éventuelle cassure des 348 $, les plus hauts de ce mois de décembre, qui correspondent aussi à une oblique qui passe par tous les plus hauts. Et sur ce type de dossier, on a parfois des zones d'indécision, mais quand on sort d'une zone d'indécision par le haut, généralement, c'est pas pour faire les choses à moitié. Encore une valeur trend following, mais là, je veux vous parler de deux choses. La première, c'est le trend following. La deuxième, c'est la Green Line Breakout Strategy. C'est une stratégie dont je vous ai déjà parlé dans plusieurs émissions et dans ma newsletter. Le concept, c'est que parfois, on a une valeur qui va se coter en bourse, qui va rester un certain temps sous son cours d'introduction et qui, quand elle casse son cours d'introduction et ses plus hauts annuels et historiques, généralement, c'est un beau signal. L'exemple que j'aime beaucoup donner, c'est Nekon, encore une fois. Nekon qui a été introduite en bourse à 5,50, qui a passé 3-4 mois sous les 5,50 et qui, quand elle a cassé son cours d'introduction et son plus haut annuel et historique, a démarré une belle aventure. C'est ce concept, la Green Line Breakout. Vous avez un article, quand vous tapez Green Line Breakout sur Google, qui vous emmènera sur cette page-là, avec plein d'exemples. Vous voyez ici une valeur qui cote, qui fait un plus haut, qui refait un plus haut, et qui, quand elle casse son plus haut, qui correspond à son intro et son plus haut historique, décolle à la hausse. Il y a plein d'exemples. Nekon en est un, et la valeur que je viens de vous montrer, donc NeoGames, en est un aussi. Alors parfois c'est pas parfait. Ici par exemple on cote le 19 novembre, puis on casse le plus haut le 1 décembre, le 1er décembre on casse les 23 $, et puis on voit que ça ne part pas, que ça retombe le lendemain. Donc là il faut être prêt à acheter la cassure des 23 $, on monte à 24,24, donc on gagne 5%, puis ensuite ça retombe, et là on se dit bon bah je vais peut-être couper à zéro, peut-être couper avec une perte de 2, 3, 5%, puis j'y reviendrai plus tard. La valeur casse, elle remonte, et là de nouveau elle retente la cassure, on y retourne, et cette fois-ci c'est la bonne, et on gagne 20%. Donc c'est une méthode de trading, c'est une stratégie intéressante. De la même manière qu'en trend following, on va chercher des valeurs comme Téléperformance, comme Esker, à chaque fois qu'elles cassent leur plus haut annuel ou historique pour pouvoir rentrer et prendre la tendance en cours. Sur des valeurs américaines ou européennes qui viennent de ce côté en bourse et qui après quelques séances ou quelques semaines ou quelques mois viennent à casser leur plus haut qui correspond plus ou moins à leur zone d'introduction et leur plus haut annuel et historique, eh bien c'est un beau signal et ça permet de jouer des naissances de tendance assez fortes. Encore un exemple en ce sens, Palantir aux États-Unis, société technologique qui bosse notamment sur la protection de données et pour le gouvernement américain. Palantir s'est cotée en bourse le 30 septembre, elle a végété pendant 2-3 mois, Green Line Breakout, elle casse le 5 novembre son plus haut annuel historique et plus haut de son cours d'intro, et elle s'envole de 11 à 33 $. Elle triple dans la foulée. Puis elle stabilise à plat, dans un range. Et vous voyez qu'on a un support qui a été créé à 25 $ ces dernières séances. Il a parfaitement tenu hier. On clôture en haut du range. Et je ne serais pas étonné qu'on tente de nouveau de sortir de ce range par le haut dans le sens de la tendance haussière. Parce que dossier attractif, recherché, américain en tendance haussière. Une valeur internationale mais européenne cette fois-ci, Farming Group. Là c'est pour vous montrer la puissance de l'analyse technique. Alors je voulais vous montrer deux choses sur Farming Group. Premièrement, les signaux techniques. Signal technique numéro 1, un marteau qui est un chandelier de retournement après une tendance baissière. Ce marteau en plus s'est inscrit dans un groupe de chandeliers, 3 chandeliers qui représentent une étoile du matin. Donc on a marteau plus étoile du matin égale signal de retournement potentiel. Numéro 1. Numéro 2, cassure de canal baissier par le haut. Numéro 3, pullback sur canal haussier cassé. Numéro 4, cassure des 1,02.
Numéro 5, pullback sur les 1,02 et MM20. Numéro 6, cassure des 1,09 et de MM200 avec accélération. Numéro 7, cassure du plus haut à 1,22 après consolidation. Numéro 8, mais plus sportif, cassure des 1,28 dans la foulée, les 1,28 qu'on a cassés vendredi dernier et sur lesquels ce lundi on est venu faire un joli petit pullback avant de continuer la hausse. Donc vous voyez 1, 2, 3, 4, 5, 6 opportunités de rentrer à l'achat pour jouer la hausse de cette belle valeur biotech hollandaise. Il y en a dans d'autres pays, des belles biotech qui suivent des mouvements haussiers impulsifs soutenus par des volumes. C'est autre chose que certaines valeurs baissières françaises délaissées sans volume. Et puis pour comprendre aussi ce qui se passe sur Inat Pharma, parfois il faut prendre du recul, se mettre sur les unités de temps longues et voir que sur Inat Pharma on est dans une recovery, une valeur qui s'était effondrée historiquement jusqu'en 2013-14. Première partie de la recovery ici en 2017. Grosse consolidation depuis, donc 3 ans de consolidation, mais on peut remarquer qu'à chaque fois qu'on est revenu sur les 0,75, on a tenu. Et maintenant, c'est ce qu'espèrent les opérateurs, c'est qu'avec les dépôts de brevets aux États-Unis et la cotation au Nasdaq, un jour, peut-être, ce titre cassera les 1,60, les plus hauts des dernières années, pour aller chercher 2 euros et plus. Et donc, quand on prend du recul sur le graphique de long terme, on pouvait se rendre compte justement du dessin de moyen terme, de la volonté de ce titre. Quand on regarde le graphique en données hebdomadaires, on voit ici un gros pullback sur MM200, ici un autre pullback sur MM200, et on peut voir que MM200, elle est haussière, elle est en soutien, et que malgré des replis puissants, c'est une sorte de prise d'appui, prise d'appui, prise d'appui, et à chaque fois redémarrage. Et maintenant, on se doute que pour pouvoir casser cette zone haute, eh bien, va falloir de la news. Mais en tous les cas, belle aventure sur Farming et bravo à tous ceux qui sont dedans. Là, on a fondamentaux plus analyse technique qui se retrouvent. Et puis, une fusée américaine, encore de la Green Line Breakout, une société qui s'est introduite le 27 novembre dernier, me semble-t-il, en tous les cas d'après mes graphiques, à 25 $. Elle est aujourd'hui à 100 $. Donc là, on parle d'une valeur qui en un mois a fait x4. Donc vous voyez, cette valeur code 25 $. En 48 heures, elle monte à 52 $. Elle consolide à 30 $. Puis elle remonte, elle casse son plus haut annuel à 52. Le lendemain, elle fait 87. Donc vous achetez la cassure des 52, le lendemain, vous gagnez 50%. Ensuite, elle consolide et elle revient tester sa zone de cassure. On a eu une cassure ici à 52 $, elle est revenue à 55-56. Et puis, elle a repris sa tendance haussière le long d'une oblique qui passe plus ou moins par tous les plus bas depuis sa création. Et elle redémarre hier. Et elle passe de 75 à 90, elle gagne 20% en séance. Et elle casse hier son plus haut historique. Donc potentiellement, on pouvait encore acheter à la cassure hier des 87 $ dans l'espoir qu'elle dépasse les 100 $ par la suite. Donc vous avez le cours d'intro, premier signal ici avec une belle hausse le lendemain, le pullback ici, le deuxième signal là. Et donc voilà, des dossiers américains, haussiers, soutenus, punchy, pour ceux qui cherchent à se diversifier sur ces marchés. Et on finira cette émission avec la catégorie Trend Following, encore une fois dans un but éducatif, avec toutes sortes d'exemples. Le premier exemple, c'est Argan. Donc là, vous avez une valeur en fait qui est, donc c'est un spécialiste de l'immobilier, Argan. Et c'est une valeur haussière manifeste depuis plusieurs années. Simplement, vous pouvez voir que sa tendance de court terme n'est plus haussière. Elle est devenue neutre depuis le choc du Covid. On est neutre en gros depuis 6 mois. Donc trend following long terme, mais pour pouvoir redémarrer une valeur en trend following long terme qui est devenue neutre à moyen terme sur 6 mois et baissière sur le court terme, il faut un signal. Et ici le signal, ce serait la cassure des plus hauts des dernières séances qui se confondent avec une oblique baissière, qui se confondent avec MM200 et le seuil psychologique des 80 €. Donc en gros, tant qu'Argan est dans sa tendance baissière de court terme sous 80 €,
ça ne prend pas. Mais si elle venait à casser le couple 79-80, c'est-à-dire MM200 plus oblique baissière plus seuil psychologique, elle pourrait alors potentiellement redémarrer sa tendance de fond. Autre valeur dont personne ne parle à Amsterdam, cm.com, trend following haussier. C'est une valeur dont j'ai pas parlé sur les réseaux parce qu'elle est trop petite. Je l'avais repérée ici à la cassure des 20 euros. Donc ici, c'est des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut. On casse ici, on valide la cassure là, tendance haussière, on consolide, on vient prendre appui sur MM20, on relance, on teste les plus hauts historiques, on fait une pause. On peut faire une petite latéralisation, mais sinon, voilà, tant qu'on fait des plus bas de plus en plus haut, tant qu'on est au-dessus des mêmes 20, casser les plus hauts historiques en direction des 30 euros m'apparaît tout à fait possible. C'est le genre de titre dont pas grand monde ne parle, mais qui monte et dont tout le monde profite. Et dont ceux qui sont dedans profitent. Ça me fait un peu penser à un titre dont je vous ai souvent parlé sur Twitter, c'est Pharmagest. Je vous en ai parlé de Pharmagest à la cassure des 65 euros sur cassure des plus hauts historiques, puis de la cassure des 75 euros, toujours sur plus haut historique, puis à 75 euros de nouveau sur pullback sur les plus hauts historiques, puis à 85 euros sur de nouveaux plus hauts historiques, puis à 85 euros de nouveau sur le pullback sur les plus hauts historiques. Puis le dernier tweet que j'ai mis dessus, ça devait être à 93 sur nouveau plus haut historique, à moins que j'en ai mis un nouveau, je crois, à 99 euros la semaine dernière, alors qu'elle allait inscrire un nouveau plus haut historique. Donc là, on est dans l'exemple parfait de la valeur parfaite. On casse un plus haut, c'est un signal, on revient tester le signal, on redémarre, on donne un nouveau signal, on reteste le signal, on redémarre. C'est ultra propre, c'est ultra haussier, dossier de qualité, et certains diront que c'est cher, et je leur répondrai oui, mais ce qui est rare est cher. Moi, Esker, ça fait 3 ans qu'on me dit qu'elle est chère, et ça fait 3 ans que ça grimpe. D'ailleurs, Esker est la suivante de la liste, et je l'ai choisie pour une raison bien particulière, c'est que hier, beaucoup de gens ont vu leur stop de protection sauter sur cette méga mèche de 10%. Et je ne répondrai qu'une chose, ça arrive, même au meilleur, ça fait partie du jeu, ça peut être un peu rageant, mais c'est comme ça, et la plupart du temps, votre stop vous protégera. Il y a aussi des fois où il vous fait sortir au point bas, il y a aussi des fois où ça vous a permis de concrétiser des gains et de revenir plus bas ou de ne pas y revenir. Toujours est-il que c'est un petit peu un apprentissage, Esker. C'est un apprentissage forcé du trend following pour sortir en fait du court terme et pour faire du moyen terme. Je m'explique. Esker, j'ai commencé à la suivre pas mal en décembre 2019 parce qu'elle cassait une zone horizontale ici et elle accélérait à la hausse et elle inscrivait de nouveaux records historiques. Donc on s'était mis à la suivre à ce moment-là, ici 90 euros, nouveau record historique, donc certains n'en achètent pas, puis elle monte à 91, puis à 95, puis à 100, il y en a qui achètent à 100 avec un stop court, ça continue de grimper, tout le monde est content, et puis là, première cassure de MM20, et les derniers entrants se font sortir sur une mèche, puis ensuite elle baisse, et la plupart des entrants se font sortir parce que ici, avec le Covid, forcément, c'est violent. Donc là, on se dit, bon, c'est pas grave, elle revient sur zone, elle redémarre, on recommence. Certains sont rentrés ici, d'autres ont vu qu'on tenait MM20, d'autres sont rentrés là, d'autres sont rentrés là, et puis tout le monde remonte ses stops gentiment. Il y a ceux qui ont gardé leur stop large et qui ne sont pas sortis, il y a ceux qui ont remonté le stop juste sous MM20 qui se sont fait sortir ici. Puis on recasse des plus hauts, puis on accélère, puis là on est à 146, ça donne envie de remonter son stop, puis certains le remontent et se font stopper par la mèche. Puis on recasse les plus hauts, certains rachètent, puis se refont stopper par une mèche. Quelle est la moralité dans tout ça ? Eh bien la moralité, c'est que Esker n'est pas une valeur qui se traite sur le court terme, n'est pas une valeur qui se trade en trend following comme on pourrait trader d'autres choses. Alors oui, de temps en temps vous allez payer, vous allez prendre 5%, puis de temps en temps vous allez payer, vous allez vous prendre la mèche de 5 ou de 10%. Donc c'est à vous de voir si vous souhaitez faire du court terme. Pour moi, ça veut juste dire que c'est pas très intéressant de faire du court terme dessus. Par contre, pour l'investisseur qui se dit, bon,
J'en ai marre de faire du court terme. J'en ai marre. Je sais qu'Esker est un bon dossier et à chaque fois que je me suis fait stopper, elle était 20% de plus haut 3 mois plus tard. Eh bien, une fois que vous aurez compris qu'Esker est un dossier qui se trade à moyen long terme et pas en trading et pas en court terme, puisque c'est une valeur qui parfois peut être volatile et fait des mèches, c'est une valeur qui vous a appris qu'elle faisait des mèches, puisqu'en plus elle en a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 dans les mois qui viennent de précéder. Donc c'est à vous d'apprendre le fonctionnement de ce titre. Un petit peu comme sur Nekon, sur laquelle on sait que de temps en temps on a un trou d'air de 10 à 15% et donc qu'il faut mettre des stops larges. Eh bien, c'est la même chose sur Esker, on apprend à même des stops larges. Je vous dirais même plus qu'en plus d'apprendre le fonctionnement de cette action et d'apprendre qu'il faut un stop large, vous avez encore un niveau d'apprentissage et de connaissance de marché supérieur qui est de se dire, dans un premier temps, je faisais du court terme. J'ai appris sur ces valeurs-là qu'il fallait faire du moyen terme. Donc, j'ai appris à mettre des stops larges. Deuxième enseignement, niveau supérieur du trading, ou du moins de l'investissement et de la gestion des stops et du money management, se dire, je sais que ce sont des valeurs qui font des trous d'air, donc je vais me servir de ces trous d'air pour non pas rentrer quand elles cassent leur plus haut et me faire avoir sur des replis, mais ne rentrer que sur des replis. Donc, quand un titre comme Nekon casse ses plus hauts annuels historiques et que je vais en acheter, je me dis, je vais mettre un achat 10% plus bas et parfois il va passer la semaine suivante. Quand encore une fois Nekon casse ses plus hauts annuels historiques et accélère, je me mets un achat 10% plus bas ou 15% plus bas sur le bas de canal qui serait passé la semaine suivante et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, quelqu'un qui n'a pas de Nekon aurait plutôt intérêt non pas à acheter la cassure des plus hauts à 8,35, mais à espérer un trou d'air sur les 7,50 et la borne basse du canal pour pouvoir rentrer. Donc, niveau 1 d'apprentissage, on arrête de trader des bouses et on trade du Esker. Niveau 2 d'apprentissage, on sait que c'est du trend following de moyen terme, on arrête de faire du court terme et de mettre des stops courts, on met des stops larges. Niveau 3 d'apprentissage, on n'entre plus sur les cassures haussières mais sur des replis et on se sert des mèches non pas pour se faire avoir mais pour profiter d'acheter des titres sur des bonnes zones de prix. Vous voyez le niveau d'apprentissage, et ça c'est le marché qui vous le donne, cet apprentissage. C'est la façon d'évoluer de ce titre qui vous apprend comment ce titre fonctionne et c'est à vous d'optimiser votre money management fonction du titre que vous tradez et de ne pas utiliser un money management qui va être le même sur toutes les valeurs. Et donc pour finir, quelqu'un qui aurait acheté du Esker quand on en a parlé ensemble, c'est-à-dire entre 148 et 150 euros ici, mais qui aurait laissé son stop initial de moyen terme à 145, eh ben il n'aurait pas bougé et il serait toujours dedans aujourd'hui. Ce qui veut dire que quand on chope un bon point d'entrée sur Esker à 150 et que derrière elle monte de 12-13%, bah on a plutôt intérêt à se laisser son stop initial, comme ça si on est vraiment stoppé, c'est vraiment qu'il y a eu retournement, c'est vraiment que c'était pas qu'un pullback, c'est que c'était carrément un retournement et qu'il est légitime qu'on se soit pris un stop de 3%, mais au moins ça dégoûte moins que d'avoir mis un stop à 0 ou à 152 ou à 154 pour valider un petit gain, et puis de revenir aujourd'hui sur le marché alors qu'on n'a pas vu la séance d'hier, et puis d'avoir stoppé Esker au point bas et de ne plus en avoir. Voilà. C'est peut-être cet enseignement que vous devez tirer suite à cette mèche-là, plutôt que de vous dire les stops c'est de la merde. Voilà la conclusion. Ensuite, idée logistique, petite valeur française, en trend following, qui a cassé son plus haut historique au mois d'octobre. Donc vous voyez, cassure de plus haut historique, nouveau plus haut historique, pullback sur les plus hauts historiques, donc le moyen de rentrer. Le moyen d'entrée, c'est le numéro 1, c'est la cassure, le moyen d'entrée numéro 2, c'est le pullback. Le moyen 3 d'entrée, c'est le redémarrage, le moyen 4 d'entrée, c'est la cassure des plus hauts annuels et historiques. Donc il y a eu le signal, il y a eu le pullback, il y a eu la relance. À voir s'il y a de nouveau un signal, de nouveau une cassure des 220, auquel cas ce sera un nouveau signal haussier sur cette valeur en trend following. Ensuite, Melexis, valeur ici qui est un petit peu, comment dire, scabreuse, vous voyez, avec parfois des zones où c'est très volatile.
Valeur haussière à court et à moyen terme, au-dessus des mêmes 200, qui a cassé récemment son plus haut de l'année. Donc pas mal de bons points. Le seul petit bémol, c'est cette oblique qui passe par tous les plus hauts et qui bloque un peu l'ascension en cours. Et pour la personne qui m'a demandé d'en parler, s'il est dessus, bah, je pense qu'il faut faire un choix. C'est-à-dire que si vous n'allégez pas ici sous cette oblique, c'est que vous espérez qu'on aille chercher les plus hauts historiques. Auquel cas, vous devez vous prémunir d'une éventuelle consolidation en remontant votre stop. Un stop sous les 78,50, ça me paraît être un stop court. Un stop, un minimum swing moyen terme, puisqu'on vient de voir l'exemple d'Esquerre, ce serait d'avoir un stop sous les 76,50, voire même si vous avez une superbe entrée par exemple à 65 euros, de garder un stop sous les 75 euros. Comme ça, vous êtes vraiment tranquille. Vous pouvez laisser le temps au temps de consolider à plat avant d'éventuellement sortir par le haut. Autre valeur, trend following à court terme, c'est Nanobiotics, mais c'est du trend following impulsif, de court terme, spécial, parce qu'il y avait de la news, de l'activité, une IPO, c'est-à-dire une introduction au Nasdaq. Je voulais vous montrer plusieurs choses. La première chose, c'est ce graphique-là. C'est le graphique long terme de Nanobiotics. Il faut bien se rendre compte qu'avec la hausse de 6 à 15 euros récemment, elle vient en fait de passer de la zone basse de son canal, ou on va dire du milieu de son canal baissier de long terme à la borne haute, et qu'elle n'arrive pas à la passer. Elle a essayé de passer une fois, elle a essayé de passer deux fois, elle a essayé de passer trois fois. Vous voyez les mèches hautes, une, deux, trois mèches hautes, et ça n'a pas réussi. Vous voyez ici que j'avais pris la hauteur d'un canal haussier, que je l'avais reporté à la cassure, donc toujours cet effet de balançoire, et qu'en reportant cet effet de balançoire, ça me donnait plus ou moins la zone des 15 euros. On s'est approché, et cette zone des 15 euros, je sais aussi que c'est mon haut de canal baissier de long terme. Donc quand elle a fait la mèche ici, j'ai pensé que c'était le point haut. À l'intro du Nasdaq, elle a refait une impulsion haussière avec mèche haute, je pensais encore que c'était le point haut. Elle est repartie derrière et je me suis dit c'est pas possible, il me manque un élément, c'est trop bizarre. Et en fait non, c'était un troisième et ultime essai et échec. Puisqu'on a échoué sous résistance, échoué sous cette zone d'oblique, échoué sous le haut du canal haussier baissier de moyen terme que je vous ai montré juste avant. Donc sauf news particulière, brevet, phase 3, etc. Pour Nanobiotics, on est passé de 5 à 15. Certains qui étaient vraiment mal sur leur position ont vu ce dossier tripler. Il y a un moment donné aussi où il faut se reconnaître chanceux. Dire merci au marché de vous avoir sauvé, merci au marché pour certains d'avoir pris 100, 200 ou même 30% ces dernières semaines, et ne pas forcer. Ça passe pas, ça veut pas, 3 tentatives, 3 échecs pour le moment, ça veut pas. Ensuite, Sartorius, une des stars de 2020. Et je voulais tout simplement vous montrer cette valeur qui est haussière à long terme, qui est un peu plus neutre depuis ces dernières semaines. Et à court terme, on a une oblique qui passe par tous les plus bas, qui est vraiment le pivot clé. Donc c'est comme sur Biomérieux, le bas de range et les 110 euros. Sur Sartorius, c'est les 282 euros, on va dire, et cette oblique qui passe par tous les plus bas. Faut absolument tenir cette oblique, ou en tous les cas pour ceux qui seraient un peu plus moyen terme, faut absolument tenir au-dessus de cette zone 270-275 euros, le temps que MM200 arrive en soutien. Voilà, faut qu'on reste au-dessus du couple des plus bas des dernières semaines, plus de la MM200 qui arrive en soutien. Donc très très court terme, il y a un support à 285. Pour les moyens termistes, c'est 270 qu'il ne faut pas casser dans les semaines qui viennent. Et peut-être, espérons-le, qu'avec toujours des craintes sur le Covid, que les valeurs pharma soient toujours recherchées et qu'elles continuent de tirer son épingle du jeu. Par contre, si on casse les supports, il faudra savoir la mettre de côté et peut-être rechercher un autre véhicule d'investissement. Et enfin, dernière valeur, showroom privé. Je l'ai pris pour deux raisons. La première raison, c'est pour vous montrer ce que ça donne une valeur en trend following à court moyen terme soutenue par une actualité positive.
C'est de vous montrer donc justement cette beauté du graphique ici avec une sorte de tasse avec anse inversée et puis d'explosion haussière derrière. Cassure haussière ici, cassure haussière là, cassure haussière ici, ici et là. Donc des signaux haussiers, on en a eu pléthore. C'est un dossier que j'ai suivi à partir des 75 centimes d'euros et sur lequel je visais 1,72 et 2 euros. La deuxième raison qui fait que je vous en parle ce jour, en plus de vouloir féliciter les acheteurs et vous la montrer à titre d'exemple, c'est que j'y ai pas cru jusqu'au bout. Et donc je m'auto-flagelle et je vous montre aussi que, bien évidemment, j'ai tort très souvent, comme tout le monde, je suis humain. Quand en fait Showroom a gapé ici, qu'elle a fait un plus haut à 1,97 sous les 2 euros, j'ai pensé qu'elle viendrait combler son gap et qu'elle ferait une petite pause. J'ai pensé que les marchés étaient un peu hauts, qu'elle aurait du mal à aller plus haut. Et en fait, la news qu'il y a eu ici le jeudi 17 décembre sur une révision à la hausse des prévisions d'EBITDA pour 2020, c'est le genre de news qui est quand même sacrément bonne. Du coup, le gap n'a pas été comblé, la news a été digérée en séance et dès le lendemain, c'est reparti à la hausse et dès le lendemain, elle a cassé 1,97 en donnant un nouveau signal, puis elle a cassé des 2 euros en donnant un deuxième signal. Je sais que certains d'entre vous qui étaient dedans et qui n'ont pas coupé ont même renforcé. Je sais que certains d'entre vous qui n'en avaient pas, certains sont même rentrés à la cassure des 2 euros. Bravo à ceux qui y ont cru, qui ont tenu jusqu'au bout. J'avoue, j'ai fait mon petit bras. Bon, je suis quand même content de l'avoir déniché à 75 centimes et qu'elle soit montée à 2 euros, mais j'avais 1,70, 2 euros, 2,40 € et 2,70 € en objectif théorique. On a fait 1,70, 2, 2,40 on l'a approché. Et si vous voulez encore laisser courir d'un cran, il y a les 2,70 et puis le seuil psychologique des 3 euros, bien évidemment. Bon voilà, moi j'y suis plus, je fais plus le suivi, je félicite tous ceux qui sont dedans. On a atteint plein de beaux objectifs. La valeur a triplé. Après voilà, vous pouvez avoir coupé 20-30% sous les 2 euros, avoir coupé 20-30% sous les 2,40 et avoir encore 20, 30, 40, 50% qui courent pour viser les objectifs au-dessus. Le but étant toujours de remonter les stops de protection. Souvenez-vous, quand on était à 1,20, je vous disais, faut un stop sous les 1 euro. Ça faisait plus de 20% de stop. Quand on a cassé les 1,55, je vous disais stop sous 1,30. Donc ça faisait pareil, 15% de stop. Mais vous voyez bien que sur une valeur volatile, il faut des stops à 15-20%. Parce que parfois la valeur va monter à 1,90 et consolider à 1,60. Elle va perdre 15%. Mais qu'est-ce que c'est que de perdre 15% quand on vient d'en gagner 50 ? Donc vous voyez les stops, il ne faut pas raisonner pourcentage en se disant je mets un stop à 3, 5 ou 7. Il faut toujours que le stop de protection soit sous le dernier creux. Donc actuellement, sous les 2 euros, voire même pour ceux qui veulent se donner de la marge, sous les 1,80 €. Ça fait loin, mais c'est aussi comme ça qu'on se laisse du temps au temps et qu'on arrive à se laisser porter le plus longtemps possible. Voilà. Après, pour moi, elle a atteint une grande partie du chemin. Donc, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Il ne faut pas oublier de prendre des gains. Et je préfère le répéter. C'est une bonne chose. Voilà, on a fait le tour. 1h30 d'émission. Voilà, j'ai essayé de faire une première partie rapide, la deuxième partie un peu plus lente parce que voilà, je voulais choisir des dossiers que j'ai bien aimés. Je voulais choisir des dossiers que vous aimez. Je voulais choisir de nouveaux exemples. Je voulais vous montrer vraiment à quel point on peut trouver des choses qui se ressemblent dans différents dossiers. On a parlé par exemple du pullback sur MM200 de Air France et donc du fait que sur un titre comme Total, un pullback sur MM200 serait parfait. On a parlé de la ressemblance de certains titres américains qui se sont cotés récemment, notamment tous les titres qui ont fait des Green Line Breakout. Je vous ai montré la ressemblance entre un titre américain carrière globale dans un canal haussier super propre et un titre comme Nekon qui est lui aussi dans un canal haussier super propre. Je vous ai montré la ressemblance qu'il peut y avoir dans des titres un peu particuliers dans leur fonctionnement entre un titre comme Nekon qui fait des mèches basses et un titre comme Esker qui fait des mèches basses aussi. Donc voilà, mon but c'est vraiment de vous donner des clés de lecture, des outils techniques, graphiques et de money management
pour que vous puissiez, un, vous focaliser sur des valeurs françaises, mais aussi étrangères, pour que vous puissiez, deux, vous focaliser grandement sur des valeurs qui sont haussières dans toutes les unités de temps, et non pas dans des dossiers scabreux, baissiers, biotech, etc. Et puis que vous voyez un peu plus moyen terme que trading, avec des stops un peu plus larges, mais avec des dossiers qui montent bien, et avec donc un esprit un peu plus tranquille. Parce que je vous rappelle que on voit sur Twitter beaucoup de gens qui gagnent tout le temps, qui gagnent tous les jours, qui gagnent 10% certaines séances, 20% à d'autres. C'est une très faible minorité. En France, ceux qui font du trading perdent globalement. Sur les produits CFD, Forex, Futures, il y a 95% de perdants. À terme, sur les marchés actions, en trading, il y a aussi pas mal de perdants. Je n'ai pas le chiffre exact, mais je peux vous dire que ça fait 15 ans que je fais ce métier et que les day traders, les traders intraday qui sont tous les jours devant le marché, c'est leur métier, ils le font au quotidien et c'est vraiment un métier. Et une poignée d'entre eux gagnent. Donc ce n'est pas fait pour tout le monde. Par contre, je peux vous dire une chose, c'est que pour des personnes qui font du trend following moyen terme sur dossier haussier de qualité avec des stops larges, il y a une grande majorité de gagnants. Et ça, c'est une certitude. Et que pour tous les gens qui ont changé de logiciel en 2020 et qui maintenant se focalisent sur des dossiers haussiers de qualité avec des stops larges plutôt que sur des dossiers scabreux, sur des news, des valeurs poussées, illiquides avec des stops courts, vous gagnerez bien plus à être un investisseur stop large qu'un trader stop court. Et ce sera la conclusion de cette émission qui, j'espère, vous aura plu. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne semaine, une joyeuse fête, une bonne dinde. Et on se retrouve la semaine prochaine entre Noël et Nouvel An pour faire un nouveau point de marché et quelques anecdotes croustillantes ou éducatives à vous donner. Voilà, c'était un grand plaisir pour moi d'avoir fait cette émission ces dernières semaines. J'espère que les évolutions de cette émission vous ont plu. Et si vous avez des idées, des remarques, des valeurs, n'hésitez pas à m'en parler sur Twitter, par email ou sur YouTube. Et merci à tous par avance, si vous êtes arrivé jusqu'au bout de cette vidéo, de mettre un pouce bleu sur la vidéo YouTube. Je vous en remercie et encore une fois, bonne fête et au revoir à tous.